Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer la révision générale du cours d'introduction à l'étude du droit. Dans la première partie, nous avions vu la différence entre le droit objectif et le droit subjectif. Nous avons vu les conflits de loi. Et nous avons également abordé la preuve des actes juridiques et nous nous étions limités à la charge de la preuve. Maintenant, nous allons continuer la réflexion en attaquant les modes de preuve. Les modes de preuve sont classés dans deux catégories différentes. La première catégorie est celle des preuves parfaites et la seconde catégorie est celle des preuves imparfaites. En ce qui concerne les preuves parfaites, il s'agira ici de les identifier, mais également de montrer leur force probante. Il en sera de même pour les preuves imparfaites. D'abord, les preuves parfaites. Il s'agit de la preuve écrite. Quand on parle de preuve écrite, ce n'est pas tout écrit qui peut être considéré comme la preuve écrite. La preuve écrite, ici, c'est l'acte authentique notarié ou bien l'acte sous signe privé, encore appelé l'acte sous signature privée. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas tout écrit que vous aurez, que vous pourriez produire comme preuve parfaite. Donc, l'écrit ici, c'est l'acte authentique notarié ou bien l'acte sous signe privé, encore appelé l'acte sous signature privée. Donc, la partie qui dispose d'un acte authentique notarié, c'est-à-dire un acte établi par un notaire, ou bien d'un acte sous signe privé, c'est-à-dire un acte qui comporte la signature des parties, a ce qu'on appelle une preuve parfaite. La deuxième preuve parfaite est le serment décisoire. Le serment décisoire, c'est un serment qui est déféré par l'une des parties au procès à la partie adverse, lui demandant de jurer la véracité de ses prétentions. Les effets du serment décisoire sont les suivants. D'abord, si la personne à qui on a déféré le serment accepte de jurer, elle gagne le procès. Dans le cas où il refuse de jurer, elle va perdre le procès. Cependant, la personne peut décider de référer le serment, c'est-à-dire de renvoyer le serment à la personne qui l'avait déféré le serment. Dans cette hypothèse également, il y aura les mêmes effets. Si la personne à qui on a renvoyé le serment accepte de jurer, elle gagne le procès. Quand elle refuse de jurer, elle va perdre le procès. Donc c'est ça le serment décisoire. Mais il faut également faire observer que le serment décisoire ne peut provenir que de l'une des parties. Donc c'est à différencier avec le serment supplétoire. La troisième preuve parfaite, c'est l'aveu judiciaire. L'aveu judiciaire, c'est l'aveu qu'on fait devant le juge. C'est-à-dire face au juge, vous acceptez la véracité des prétentions de votre adversaire. La personne devant le juge demande le paiement d'une somme d'argent. Vous dites oui, monsieur le juge, je lui dois effectivement cette somme d'argent-là. Donc là, il n'y a plus matière à rechercher autre chose. Parce que vous avez accepté que ce que dit votre adversaire est vrai. Donc c'est pourquoi c'est une preuve parfaite. Les preuves parfaites ont une force probante qui est quasi absolue. C'est-à-dire qu'elle s'impose erga omnes. Elle s'impose à la fois au juge et aux parties. Voici la force probante des preuves
des preuves parfaites. Cependant, cela ne signifie pas que les preuves parfaites ne sont pas susceptibles d'être attaquées en justice. En effet, en ce qui concerne par exemple la preuve écrite, la loi a prévu ce qu'on appelle la procédure en inscription de faux. Cela permet à un plaideur d'attaquer la preuve écrite pour obtenir du juge son annulation. Cependant, c'est une procédure qui n'aboutit que dans de très rares cas parce que l'État fait confiance à ses agents, l'État fait confiance à son administration. Donc voici les preuves parfaites, à savoir la preuve écrite, le serment décisoire et l'aveu judiciaire. Maintenant, au-delà de ces 3 preuves parfaites, tous les autres modes de preuve sont considérés comme étant des preuves imparfaites. Une preuve imparfaite, c'est une preuve qui supporte l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce sont les juges qui vont apprécier, selon leur intime conviction, si ils vont tenir compte des preuves produites ou pas. Parmi les preuves imparfaites, il y a d'abord le témoignage. C'est le fait de venir témoigner devant le juge. C'est une preuve imparfaite dans la mesure où le juge peut vous croire ou bien il peut ne pas croire à vos déclarations. Et s'il ne croit pas à ce que vous dites, il va tout simplement écarter votre témoignage. Donc c'est une preuve imparfaite. Il y a également ce qu'on appelle le serment supplétoire. C'est un serment qui est donné par le juge à l'une des parties, lui demandant de jurer la véracité de ses propos, dans les mêmes conditions que le serment décisoire. Mais ce qui fait que ce serment-là est une preuve imparfaite, c'est d'abord parce que ça vient du juge et qu'on ne saurait permettre au juge de désigner une personne lui demandant de jurer et ipso facto cette personne-là va gagner le procès. Sinon, le sort du procès allait dépendre uniquement des caprices du juge ou bien de ses préférences. Il pourrait regarder une personne qui lui plaît, lui demandant de jurer pour gagner ipso facto le procès. Donc c'est pourquoi ce serment-là ne pourrait être considéré logiquement comme un serment, comme une preuve parfaite. Donc le serment supplétoire est une preuve imparfaite. Il y a également ce qu'on appelle l'aveu extrajudiciaire, l'aveu qui est fait, ou bien l'aveu qui n'est pas fait devant le juge, d'une manière générale. Un aveu qui n'est pas fait devant le juge est un aveu extrajudiciaire. Donc dans un cas pratique, quand on vous donne un aveu qui est fait devant les policiers, devant le commissaire, tout ça, ce sont des aveux extrajudiciaires. Donc, parce que les commissaires de police, les commissaires de gendarmerie, etc., ne sont pas des juges. Donc l'aveu qui n'est pas fait devant le juge n'est pas un aveu judiciaire. Il y a également ce qu'on appelle un commencement de preuve par écrit. Le commencement de preuve par écrit, c'est un écrit émanant de la partie à laquelle on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué. Par exemple, après avoir obtenu de vous un prêt d'une somme de 2 millions de francs CFA, je vous envoie une lettre ou bien un SMS de remerciement invoquant tous les faits et qu'à l'audience, je dis que je ne vous dois rien du tout. Et quand la personne produit cette correspondance-là, cela n'est pas une preuve parfaite, mais ça peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit. Il en est de même également lorsque les parties ont voulu faire un acte sous signe privé, mais n'ont pas respecté un certain nombre de formalités, c'est-à-dire la signature, donc il y aura dénaturation de l'acte en acte sous signe privé. Il en est de même des chèques, des lettres de change, etc. Lorsqu'elles ne respectent pas les formalités prescrites par la loi, par exemple, lorsqu'elles ne comportent pas de signature, etc., elles seront considérées comme des commencements de preuve par écrit.
Cependant, quand il s'agit de l'acte authentique notarié signé, mais qui comporte un vice, sera considéré comme un acte sous signe privé et non un commencement de cours par écrit. L'acte authentique notarié qui comporte un vice, mais qui est signé par les parties, sera considéré comme un acte sous signe privé et non un commencement de preuve par écrit. C'était une précision que je tenais à faire. Maintenant, il y a également ce qu'on appelle les présomptions du fait de l'homme. Les présomptions du fait de l'homme, ce sont des conséquences que le juge tire d'un fait connu pour établir un fait inconnu. Il en est ainsi, par exemple, lorsque le juge se base sur l'existence de traces de pneus pour établir la vitesse à laquelle roulait la voiture. Donc ici, le fait connu, c'est les traces de pneus, mais le fait inconnu, c'est la vitesse à laquelle roulait la voiture. Donc ici, le juge va se baser sur ces traces de pneus pour déduire la vitesse à laquelle roulait la voiture. C'est ça, les présomptions du fait de l'homme. Les présomptions du fait de l'homme sont des présomptions qui sont faites par le juge. Et non, la prochaine fois, dans la prochaine intervention, nous allons continuer cette révision générale en terminant la partie réservée à la preuve ainsi que la classification des biens.